Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es une fraudeuse » lors de la lecture du testament de ma grand-mère. Ma mère, avec un air de mépris, m'a dit « Je regrette d'avoir donné naissance à une enfant ingrate comme toi. » Ce n'est que lorsque l'avocat a dit « Votre grand-mère s'attendait à cela », a allumé la caméra cachée, et les expressions de ma famille. Pendant des années, j'ai été la seule à être présente pour ma grand-mère, Élise. Celle qui s'asseyait avec elle pendant ces moments de confusion, ces oublis de nom, ces longues nuits. Je pensais que cela signifiait quelque chose. Mais ce jour-là, dans le salon élégant de sa somptueuse villa sur la Côte d'Azur, avec l'avocat qui feuilletait calmement des papiers, j'ai eu l'impression que toute ma famille avait déjà décidé que j'étais coupable. Ils ne se sont pas contentés de remettre en question mon droit à quoi que ce soit, ils m'ont accusé d'avoir manipulé une vieille femme malade pour de l'argent. L'avocat, Maître Durand, a fait une pause et a dit doucement « Élise Dubois s'était préparée pour cette réunion d'une manière à laquelle aucun de vous ne s'attend. » C'est tout ce qu'il a dit. Aucune explication, aucun indice de ce qui allait suivre. Et honnêtement, je n'en avais aucune idée non plus. Si vous voulez savoir comment tout a basculé ce jour-là, comment les gens qui m'ont élevé se sont retournés contre moi, et ce que ma grand-mère avait vraiment prévu, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications, aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées de la villa sur la Côte d'Azur, projetant des reflets nets à travers le salon moderne et donnant à l'espace une atmosphère lumineuse mais étrangement froide. Des canapés en cuir blanc étaient disposés en un demi-cercle lâche autour d'une table basse en verre qui ne contenait que la mallette ouverte de l'avocat et quelques piles de documents bien ordonnés. Une grande télévision à écran plat était accrochée à un mur, sa surface sombre et vide nous renvoyant le reflet de la pièce comme un témoin silencieux. Maître Durand, l'avocat en qui ma grand-mère avait confiance depuis des décennies, était assis en tête du dispositif. Il était calme, sans expression, le genre de professionnel qui pouvait annoncer des nouvelles dévastatrices sans ciller. J'étais assise sur une chaise plus petite, légèrement sur le côté, assez près pour entendre chaque mot, mais assez loin pour me sentir comme une étrangère dans la réunion de ma propre famille. En face de moi, mon père, Alain Dubois, occupait le centre du plus long canapé. Ses bras étaient étroitement croisés sur sa poitrine, et toutes les quelques minutes, ses yeux se posaient sur la montre à son poignet, comme si le temps lui-même était quelque chose qu'il pouvait contrôler ou presser. À côté de lui, ma mère, Sylvie Dubois, passait sans cesse ses doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés. Ses lèvres restaient pincées, fines et tendues, comme si elle retenait un commentaire qu'elle avait déjà répété dans sa tête. Mon jeune frère, Damien Dubois, était assis sur le canapé d'en face avec sa femme, Sophie Dubois, serrée contre lui. Ils se penchaient l'un vers l'autre de temps en temps, échangeant des mots rapides et discrets que je ne parvenais pas à distinguer par-dessus le faible bourdonnement de la climatisation. Dans le coin le plus éloigné, ma tante Valérie Martin, la sœur cadette de ma mère, était perchée sur le bord de son siège. Elle tenait un mouchoir froissé dans une main et tamponnait les coins de ses yeux, bien qu'aucune larme n'ait réellement coulé. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil dans ma direction, puis baissait rapidement les yeux vers ses genoux. Maître Durand s'est éclairci la gorge une fois, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire d'un ton mesuré et égal qui a complètement rempli la pièce. À mon fils, Alain Dubois, je lègue la somme de 275 000 €, ainsi que la collection d'automobiles anciennes actuellement abritées dans le garage inférieur. Mon père a hoché la tête de manière discrète, presque imperceptible. Sa posture n'a pas changé, mais la prise de ses bras croisés s'est desserrée une fraction de seconde avant de se resserrer. Maître Durand a tourné la page sans pause. À ma belle-fille, Sylvie Dubois, je lègue 230 000 € en espèces et le collier de perles avec les boucles d'oreilles assorties, ainsi que le bracelet en saphir transmis par ma propre mère. Ma mère s'est arrêtée en plein mouvement, sa main figée dans ses cheveux. Elle a expiré par le nez, un son bref et sec, puis a recommencé à lisser ses mèches comme si de rien n'était. L'avocat a continué, à Valérie Martin, je lègue l'appartement situé à Saint-Tropez, en France, pour son usage personnel sa vie durant, après quoi le titre de propriété reviendra à la fiducie familiale. Valérie a pressé le mouchoir contre sa joue et a murmuré, c'était gentil de la part d'Élise, d'une voix douce qui portait une pointe de surprise, comme si elle s'était attendue à autre chose. Maître Durand a tourné une autre page. À mon petit-fils, Damien Dubois, je lègue 90 000 € qui seront détenus dans une fiducie éducative restreinte. Les fonds ne seront débloqués que sur présentation d'une preuve d'emploi continu ou de l'achèvement d'un programme accrédité pour une durée minimale de 12 mois consécutifs.
Les épaules de Damien se sont soulevées et abaissées dans une respiration rapide. Sophie s'est penchée plus près, ses lèvres bougeant près de son oreille. Je n'ai attrapé que la fin de son murmure. Seulement ça. Mon père a de nouveau jeté un coup d'œil à sa montre. Ma mère a laissé échapper un soupir discret mais sans équivoque. Valérie a secoué lentement la tête et a dit à voix basse, juste assez fort pour que la pièce entende, Élise n'aurait pas pu vouloir que ça s'arrête là. Le silence s'est étiré pendant plusieurs longues secondes. Personne ne bougeait, mal à l'aise. Tout le monde attendait simplement, calculant, mesurant ce qui avait été dit par rapport à ce qu'il croyait qui aurait dû être dit. Sophie a chuchoté à nouveau, un peu plus hardiment cette fois, il doit y avoir plus. Damien a posé une main apaisante sur son genou, mais sa propre expression s'était durcie. Maître Durand a soulevé la page suivante, le papier bruissant sèchement dans le silence. Avant qu'il ne puisse recommencer à lire, Damien s'est levé brusquement du canapé. Son visage était rouge, les yeux plissés, sa voix tranchant la pièce comme une lame. « Attendez une seconde », a-t-il dit, les mots tendus et coléreux. Avant de lire une autre ligne, nous devons régler quelque chose d'important, tout de suite. Damien s'est levé d'un bond du canapé, son doigt pointé directement sur moi comme une accusation qui avait attendu ce moment précis. On ne peut pas laisser ça continuer, a-t-il dit, sa voix vive et inébranlable. Jeanne a exploité la maladie d'Alzheimer de grand-mère pour la pousser à signer des documents qui ont complètement modifié le testament. Elle a profité de quelqu'un qui n'avait plus toute sa tête. Sophie l'a immédiatement soutenue, son ton confiant et acéré. Je l'ai vu plus d'une fois. Jeanne arrivait avec des dossiers et des piles de papier, restant des heures après que grand-mère se soit assoupie. On ne sait pas ce qu'elle l'a convaincue de signer quand la maison était vide et silencieuse. Mon père s'est penché en avant sur le canapé, sa présence imposante comme toujours. Crois-tu honnêtement que je n'aurais pas vu ce que tu faisais dans le dos de tout le monde? Je suis son fils unique, celui qui devrait hériter de la majeure partie de tout ce qu'elle a bâti. Pas quelqu'un qui s'est insinué à la dernière minute. Les yeux de ma mère brûlaient d'un mélange de colère et de trahison. Tu n'es qu'une ingrate et une égoïste. Toutes ces visites, tous ces soi-disant soins, ce n'était qu'une comédie pour tout rafler pour toi. Tu as volé ce qui appartient de droit à la vraie famille. Valérie a parlé doucement depuis son coin, sa voix empreinte d'une fausse inquiétude. Jeanne, ma chérie, j'aimerais seulement que tu penses à l'honneur et à la réputation de la famille. Admets ce que tu as fait pour que nous puissions guérir et avancer ensemble. Les mots tombaient les uns après les autres, chacun plus lourd que le précédent. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'ai essayé de parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Je n'ai jamais apporté de documents pour qu'elle change le testament. Je l'ai seulement aidé avec ses formulaires d'assurance maladie et le renouvellement de ses ordonnances. Damien m'a repoussé instantanément. Des formulaires de santé? C'est ta version maintenant? J'ai insisté. Grand-mère m'a spécifiquement demandé de m'occuper de ces choses parce que... Sophie m'a coupé avec un ricanement sceptique. Parce que tu t'es assuré d'être la seule à qui elle le demandait. Le regard de mon père s'est durci. Nous ne sommes pas des idiots, Jeanne. Arrête ta comédie. L'isolement m'a frappé de plein fouet. J'ai regardé autour de moi dans la pièce, cherchant le moindre signe de doute, le moindre allié, mais je n'en ai trouvé aucun. Même Damien, mon petit frère, me regardait comme une étrangère qu'il méprisait. J'étais là parce qu'elle se sentait seule et avait besoin d'aide, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Je n'attendais ni ne voulais rien en retour. Ma mère a ri amèrement. C'est le mensonge le plus ridicule que j'ai entendu. Personne ne passe autant de temps sans attendre une récompense. Valérie a soupiré profondément. Cela déchire encore plus la famille. Ils ont continué à m'attaquer, leur voix se chevauchant, ne me laissant aucune place pour respirer ou m'expliquer complètement. Chaque tentative de défense était balayée avant que je puisse finir une phrase. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, l'humiliation se répandre en moi comme un feu. Ces gens me connaissaient depuis ma naissance, m'avaient élevé, avaient partagé les fêtes avec moi, et maintenant ils me démolissaient pièce par pièce sans la moindre hésitation. Damien a fait un autre pas en avant. Nous méritons tous la vérité entière avant que ce testament soit finalisé. Sophie a ajouté rapidement, et si grand-mère n'était pas lucide, alors tout ce qui a été signé sous pression ne devrait pas être valide de toute façon.
Mon père a acquiescé. Nous contesterons chaque partie de ceci si nécessaire. Les tribunaux verront clairement la manipulation. Les menaces ont résonné dans la pièce silencieuse. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Je les ai pressées l'une contre l'autre pour le cacher. Le sentiment de trahison mêlé à une honte brute rendait même la déglutition difficile. J'ai essayé une dernière fois. Vous faites tous une terrible erreur. Je l'aimais. C'est la seule raison pour laquelle j'étais là si souvent. La réponse de ma mère est venue, rapide et venimeuse. L'amour ne falsifie pas les signatures ni ne réécrit les documents légaux. Valérie a joint ses mains. S'il te plaît, pense juste à la façon dont cela affecte tout le monde. Le barrage a continué, implacable et coordonné. J'étais assise là, piégée, entourée par ma famille, mais totalement seule, regardant ma réputation s'effondrer en temps réel. Finalement, Maître Durand a levé slowly la main, paume vers l'extérieur. Le geste était simple mais portait suffisamment d'autorité pour calmer la pièce. Je crois, a-t-il dit calmement, qu'il est temps de procéder à la lecture du reste du testament. Dans les dernières années de sa vie, lorsque grand-mère Élise a commencé à éprouver de légers symptômes d'Alzheimer et à oublier plus fréquemment de petits détails, je travaillais comme infirmière dans un hôpital à seulement 20 minutes de sa villa sur la Côte d'Azur. Mon emploi du temps me permettait de finir mes gardes en fin d'après-midi, alors j'ai commencé à lui rendre visite régulièrement. Au début, c'était 3 ou 4 fois par semaine, mais à mesure que son état progressait, c'est devenu presque tous les jours. J'utilisais le double des clés qu'elle m'avait données il y a longtemps. Le système de sécurité sonnait doucement quand j'entrais, et je la trouvais dans le bureau ensoleillé ou la grande cuisine, fixant parfois la même page d'un livre pendant plusieurs minutes. Je cuisinais les plats qu'elle reconnaissait et appréciait encore des choses simples comme du saumon au four avec du citron, des salades fraîches du jardin dont elle s'occupait autrefois, ou la recette de soupe au poulet qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies. Nous mangions ensemble au comptoir de la cuisine car la longue table de salle à manger semblait trop vide. Ensuite, j'organisais ses médicaments dans le pilulier journalier, vérifiant attentivement les étiquettes et cochant chaque dose. Les soirées étaient consacrées à la conversation. Grand-mère adorait raconter ses débuts dans le monde de l'investissement technologique. Elle décrivait comment elle repérait des startups prometteuses alors qu'elles opéraient encore depuis des garages, comment elle négociait avec des capital risqueurs qui la sous-estimaient parce qu'elle était une femme, et l'excitation de voir les entreprises qu'elle soutenait entrer en bourse. Sa voix s'animait lorsqu'elle parlait d'affaires spécifiques, de noms de fondateurs qu'elle avait mentorés et de risques qui avaient rapporté énormément. J'écoutais attentivement, posant des questions pour la maintenir engagée, même lorsque certaines histoires se répétaient avec de légères variations. Mes parents rendaient visite rarement. Alain et Sylvie venaient peut-être 3 ou 4 fois par an, toujours impeccablement vêtus et pleins de nouvelles sur leur propre vie. Chaque visite tournait inévitablement autour de besoins financiers. Un printemps, c'était pour des fonds d'amorçage pour un nouveau projet immobilier dont Alain était convaincu qu'il rapporterait gros. À l'automne, Sylvie voulait des fonds pour redécorer complètement l'intérieur de leur maison. Grand-mère écoutait patiemment, puis signait les chèques. Je voyais la fatigue dans ses yeux après, mais elle ne le refusait jamais catégoriquement. Damien se comportait différemment. Il a commencé à venir plus souvent, généralement avec Sophie. Il exprimait son inquiétude quant à la gestion de tout par grand-mère seule et proposait de l'aider avec les papiers financiers ou les petits comptes. Il suggérait que cela la soulagerait si quelqu'un de plus jeune aidait à suivre les relevés et les factures. Grand-mère appréciait le geste. Elle voyait en lui la même ambition que mon père avait à cet âge. Un après-midi tranquille dans son bureau, elle a partagé la combinaison du coffre-fort encastré derrière la bibliothèque, expliquant que c'était pour les urgences et qu'elle lui faisait entièrement confiance. J'ai trouvé ça adorable à l'époque. Une famille qui prend soin des siens. Puis des objets de valeur ont commencé à disparaître progressivement. Le collier de perles que grand-mère gardait pour les occasions spéciales a disparu de son écrin de velours. Un petit tableau moderne, cadeau d'un des premiers entrepreneurs de la tech, a disparu du mur du couloir. La montre de poche ancienne qui avait appartenu à son défunt mari n'était plus sur la commode. Grand-mère l'a remarqué. Elle fouillait les tiroirs et les armoires, s'agitant. Un soir après le dîner, elle m'a prise à part. Mes perles ont disparu, a-t-elle dit, le souci plissant son visage. Je sais que je les avais mises juste ici. Nous avons cherché ensemble, mais elles n'étaient nulle part. Elle a secoué la tête. Peut-être que je les ai égarées.
Des semaines plus tard, elle en a reparlé. Ce petit tableau n'est plus sur le mur. Et la montre? Elle n'est plus là où je la garde toujours. Sa voix tremblait légèrement. J'ai proposé de tout inventorier ou de vérifier les registres du service de nettoyage. Elle a hésité. Je dois être absolument sûr avant d'accuser qui que ce soit, m'a-t-elle dit doucement. Surtout quand il s'agit de la famille. Les gens peuvent décevoir, mais je n'accuserai pas sans preuve. Elle n'a jamais élaboré. Elle n'a pas mentionné ses soupçons à mes parents ou à qui que ce soit d'autre. J'ai supposé que la confusion faisait partie de la progression de la maladie, alors je l'ai réconfortée et j'ai réorienté la conversation vers des sujets plus heureux. Je n'ai jamais rien vu de suspect. Mes visites avaient lieu principalement en journée ou en début de soirée. Damien et Sophie venaient à d'autres heures, souvent quand grand-mère faisait la sieste ou quand j'étais au travail. D'autres objets ont disparu au cours des mois suivants, les boucles d'oreilles en diamant qu'elle portait aux réunions du conseil d'administration, une rare première édition signée d'une biographie qu'elle chérissait. Grand-mère a finalement cessé de chercher aussi activement, acceptant les pertes avec une triste résignation. Son déclin s'est poursuivi régulièrement. Certains jours, elle mélangeait les noms ou répétait les mêmes questions toutes les quelques minutes. D'autres jours, son esprit s'éclaircissait et elle parlait avec acuité des actualités technologiques ou se souvenait avec une clarté parfaite. J'ai demandé plus de congés à l'hôpital, réarrangeant mes gardes pour être disponible autant que possible. Mes parents téléphonaient occasionnellement pour demander de ses nouvelles, mais les visites réelles restaient rares. Damien et Sophie apparaissaient encore périodiquement, apportant de petits cadeaux attentionnés comme des fleurs fraîches ou un nouveau livre audio. Grand-mère passait de plus en plus d'heures à se reposer. Je lui lisais à voix haute des livres sur les pionniers des affaires qu'elle admirait. Nous regardions des vidéos d'archives de conférences qu'elle avait données des décennies plus tôt. Elle cherchait souvent ma main, la serrant fort quand les mots lui échappaient. Un soir, après l'avoir aidée à se coucher et avoir ajusté les couvertures, elle m'a regardé avec une lucidité soudaine. « Merci de venir si souvent, Jeanne », a-t-elle murmuré. « Tu es la seule à le faire sans avoir besoin de quelque chose en retour. » Je suis resté jusqu'à ce que sa respiration se régularise, puis j'ai attendu dans le couloir devant sa porte, écoutant le silence de la grande maison. Peu de temps après, elle s'est éteinte paisiblement pendant la nuit. Je suis arrivé le lendemain matin et je l'ai trouvée dans son fauteuil préféré près de la grande fenêtre donnant sur les collines environnantes qu'elle aimait tant, comme si elle s'était simplement endormie en regardant le lever du soleil. J'étais la seule avec elle à la fin. De retour dans le salon, alors que tout le monde me pressait encore d'avouer sur le champ, leur voix vive et implacable, Maître Durand se leva de sa chaise sans se presser. Il se dirigea vers la table d'appoint, prit une télécommande fine et la pointa vers le grand écran plat au mur. L'écran s'alluma avec une douce lueur. « Il y a 2 ans, dit-il d'un ton égal, Madame Élise Dubois m'a chargé de faire moderniser tout le système de sécurité de la maison. Elle s'était inquiétée de la disparition d'objets de valeur de la maison. » Il cliqua sur la télécommande. L'écran se divisa en plusieurs vues de caméra, chacune étiquetée avec la date et l'heure, tout en haute définition. Le premier extrait fut diffusé. Il montrait le bureau au crépuscule. Damien entra seul, jeta un coup d'œil autour de lui, puis composa la combinaison du coffre-fort. La porte s'ouvrit. Il retira le collier de perles, le plaça soigneusement dans une petite pochette noire que Sophie lui tendit depuis le seuil de la porte. Ils échangèrent un regard rapide avant de quitter la pièce. Un autre extrait, un autre soir. Sophie faisait le guet à la porte du bureau pendant que Damien sortait la montre de poche ancienne. Il l'enveloppa dans un mouchoir en papier et la glissa dans la poche de sa veste. Une troisième séquence de la caméra du garage, Damien portait un paquet plat enveloppé dans du papier brun, le tableau manquant du couloir jusqu'à la voiture de Sophie. Il le plaça dans le coffre, le ferma doucement, et ils partirent. D'autres images apparurent en succession rapide. Damien et Sophie à l'intérieur d'un prêteur sur gage discret du centre-ville. L'employé examina les boucles d'oreilles en diamant sous une lampe, hocha la tête et fit glisser une enveloppe d'argent liquide sur le comptoir. Sophie signa le formulaire pendant que Damien balayait la pièce du regard. D'autres extraits les montraient rentrant les mains vides, puis plus tard retirant d'autres objets, un livre en première édition signé, une petite figurine de jade que grand-mère gardait sur son bureau. Le silence était devenu mortel dans la pièce. Le visage de Damien perdit toute couleur. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit.
Les mains de Sophie volèrent à ses joues alors que des larmes se mettaient à couler. Maître Durand passa au dossier suivant. L'écran affichait maintenant une seule capture d'écran, une vieille conversation par message texte extraite du système de sauvegarde synchronisé de la maison. Le message d'Alain à Sylvie se lisait clairement, « Tant que tout le monde suspecte Jeanne d'être celle qui manipule les choses, nous aurons l'avantage lorsque nous contesterons le testament. » L'horodatage datait de plusieurs mois avant le décès de grand-mère. Mon père se leva d'un bond, pointant du doigt l'avocat. « Vous ne pouvez pas nous tendre une embuscade avec ça. C'est une violation de la vie privée. » Sylvie fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte, le teint blême. Elle ne dit rien. Damien retrouva enfin sa voix, mais elle sortit tremblante. Ces extraits. Ils sont sortis de leur contexte. Grand-mère m'avait dit que je pouvais emprunter des choses si j'en avais besoin. Sophie sanglota plus fort. C'était une erreur. Nous allions tout rendre. S'il vous plaît, c'est juste un malentendu. Maître Durand resta impassible. Les enregistrements ont été faits sur la propriété privée de Madame Dubois avec son autorisation explicite. Tout est légal et correctement documenté. Valérie se tortilla mal à l'aise sur son siège mais resta silencieuse, son mouchoir tordu fermement dans ses mains. J'étais assise, figée, regardant les preuves se dérouler. Les accusations d'il y a quelques minutes résonnaient encore dans ma tête, mais maintenant la situation s'était complètement retournée. Le soulagement se mêlait à une profonde et douloureuse tristesse en réalisant jusqu'où ma propre famille était allée. Alain essaya de nouveau, la voix s'élevant, « Éteignez ça. Nous devons d'abord discuter de ça en privé. » Maître Durand ignora la demande. Il cliqua une fois de plus sur la télécommande. L'écran s'effaça, prêt pour le fichier suivant. Damien se pencha en avant, le désespoir s'insinuant. « Nous pouvons expliquer. Grand-mère m'a fait confiance avec le code pour une raison. » Sophie essuya ses yeux. « Nous n'avons jamais voulu faire de mal. C'était temporaire. » Sylvie parla enfin, à peine plus aucun murmure. « Ce n'est pas en train de se produire. » Le poids des images s'abattit sur la pièce comme une lourde couverture. Personne ne me regardait maintenant. Leurs yeux restaient fixés sur l'écran ou sur le sol. Maître Durand ajusta légèrement sa position. « Et ceci, dit-il doucement, est le dernier message que Madame Élise voulait que tout le monde entende. » L'écran afficha une scène familière, grand-mère Élise assise dans son fauteuil préféré près de la grande fenêtre, les collines de la Côte d'Azur doucement éclairées en arrière-plan. Elle portait le pull gris que je lui avais si souvent vu, une couverture légère drapée sur ses genoux. Son visage montrait la fatigue de ces derniers mois, mais ses yeux avaient la même clarté déterminée dont je me souvenais, et sa voix, bien que plus faible, était stable et claire. « Si vous regardez cet enregistrement, commença-t-elle, fixant la caméra comme si elle s'adressait à chacun de nous individuellement, cela signifie que je ne suis plus là, et que vous êtes tous réunis pour entendre mes dernières volontés. » Elle prit une lente inspiration. « Je veux commencer par quelque chose d'important à propos de Jeanne. » Entendre mon nom de sa bouche de cette manière me traversa comme une onde. Jeanne a été la seule à rester à mes côtés avec un cœur sincère jusqu'au tout dernier moment. Elle ne venait pas par intérêt ou par obligation. Elle venait parce qu'elle tenait vraiment à moi. Elle a écouté mes histoires, m'a aidé dans les tâches quotidiennes et a rendu les jours difficiles moins solitaires. Ce genre de dévouement est rare, et il ne peut être feint. Les yeux de grand-mère semblaient balayer la pièce, se posant sur des visages invisibles. À mon fils, Alain, et à ma belle-fille, Sylvie, vos visites étaient rares, et elles se terminaient presque toujours par des demandes d'aide financière. J'ai pourvu à vos besoins parce que vous êtes ma famille, mais j'ai reconnu il y a longtemps que l'argent était la principale motivation. Votre intérêt résidait plus dans ce que je pouvais donner que dans la façon dont j'allais. Alain détourna le regard, la mâchoire serrée. Grand-mère continua sans pause. Et à mon petit-fils, Damien, je t'ai fait confiance. J'ai partagé la combinaison du coffre-fort parce que je voulais croire en ta responsabilité. Pourtant, toi et Sophie avez utilisé cet accès pour retirer des objets de ma maison au fil du temps, en supposant que je ne le remarquerais pas ou ne pourrais pas le prouver. Je l'ai remarqué. Damien baissa encore plus la tête. Les épaules de Sophie étaient secouées de sanglots silencieux. Je suis au courant de ces agissements depuis un certain temps, dit grand-mère. C'est pourquoi j'ai fait installer les mises à niveau de sécurité, conserver les communications pertinentes et préparer ce message.
Je voulais que les faits apparaissent clairement, sans déni prolongé ni conflit. Elle se redressa légèrement dans le fauteuil. Maintenant, concernant le testament lui-même, la résidence principale, cette maison, le portefeuille substantiel d'investissement technologique que j'ai bâti au fil des décennies, et le contenu du coffre-fort principal sont légués à Jeanne Dubois. Je sais qu'elle les gérera avec soin et dirigera peut-être des ressources vers des causes dont nous avons parlé et aider les autres de manière significative. Son expression s'adoucit. J'ai inclus une clause de moralité dans le document il y a 2 ans, dûment déposé et enregistré auprès du tribunal. Tout bénéficiaire dont il est prouvé qu'il m'a volé des biens ou s'est engagé dans des tentatives de saper le testament par la tromperie ou la manipulation perd automatiquement tous ses droits à l'héritage. Les preuves présentées aujourd'hui activent pleinement cette clause. Les mots pesaient lourdement dans la pièce. Grand-mère regarda une dernière fois la caméra, sa voix s'adoucissant. « Jeanne, tu n'as jamais cherché la richesse. Tu as cherché une famille et un but. Utilise ce que je t'ai transmis pour créer quelque chose de durable et de bon. » L'enregistrement prit fin. L'écran redevint noir. Le silence s'empara de la pièce pendant plusieurs longues secondes. Puis la porte d'entrée s'ouvrit doucement. 2 officiers en civil, désignés par le tribunal, entrèrent, portant des dossiers officiels. Leur arrivée avait été programmée à cette heure précise, dans le cadre du plan mis en place par grand-mère. Alain se leva rapidement. Nous contesterons chaque partie de ceci devant les tribunaux. Cette clause ne tiendra pas face à un examen approfondi. Sylvie retrouva sa voix. Cela semble forcé, presque coercitif. Damien intervint, la voix tendue. Nous engagerons nos propres avocats et nous nous battrons. Sophie murmura à travers ses larmes, rien de tout cela ne semble juste. Valérie resta assise, inhabituellement silencieuse. Maître Durand ouvrit une autre section de sa mallette et posa plusieurs documents certifiés sur la table, les sceaux du tribunal visibles sur chaque page. Ces amendements, y compris la clause de moralité, ont été soumis, examinés et enregistrés il y a 2 ans, expliqua-t-il calmement. Le droit français des successions les reconnaît et les applique. Toutes les preuves à l'appui ont déjà été transmises aux autorités compétentes, comme l'exige le dépôt. Les officiers hochèrent la tête en confirmation et se positionnèrent près des sorties, s'assurant que personne ne touche aux appareils ou aux dossiers. Les menaces perdirent de leur élan. Les visages qui avaient été défiants quelques instants plus tôt montraient maintenant la résignation ou le choc. Maître Durand se tourna vers moi et sortit une enveloppe de couleur crème scellée à la cire. « Ceci vous est adressé personnellement, Jeanne, dit-il doucement. De la part de votre grand-mère. » Mes doigts tremblaient en l'acceptant. L'écriture distinctive de grand-mère éplait mon nom sur le devant. Je brisai le sceau avec soin. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur son papier à lettres personnelles, pliée une fois. Elle avait esquissé un plan complet pour une fondation de bourse d'études soutenant les étudiants en soins infirmiers issus de milieux à faible revenu, le rêve exact que j'avais partagé avec elle pendant ces soirées tranquilles. Elle avait inclus des suggestions de membres du conseil d'administration, une allocation de financement initial provenant du portefeuille, et même un nom proposé pour le fonds. Lire ces mots, là, dans la même pièce où tout venait de s'effondrer, provoqua une vague d'émotions que je ne pouvais nommer, gratitude, chagrin et résolution, tout à la fois. Les officiers restèrent en place. Maître Durand attendit patiemment. La vérité avait été livrée, irréversible et complète. 1 an plus tard, la villa de la Côte d'Azur ne portait plus cette atmosphère pesante. J'avais coupé les ponts. J'ai bloqué tous les numéros, courriels et comptes liés à Alain, Sylvie, Damien et Sophie. Aucun appel ne passait. Aucun message ne m'atteignait. J'ai changé les codes de sécurité et installé de nouveaux protocoles au portail. Lorsque des avis juridiques de leur côté arrivaient, mon avocat s'en occupait sans m'impliquer directement. Valérie a envoyé un long texto quelques mois après que tout se soit calmé. Il était plein d'excuses, d'explications sur le fait de s'être sentie prise entre 2 feux et d'espoir que nous pourrions parler un jour. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. La maison elle-même a changé progressivement. J'ai gardé le bureau et la chambre de grand-mère telles quelles, mais j'ai ouvert d'autres espaces. Les zones formelles qui semblaient autrefois froides sont devenues plus chaleureuses avec un nouveau but. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer la fondation de bourse d'études dont nous avions parlé. Elle se concentrait sur les étudiants en soins infirmiers confrontés à des difficultés financières, couvrant les frais de scolarité, les livres,
et même les frais de subsistance pour ceux qui, autrement, pourraient abandonner. Je l'ai nommé la Fondation de soins infirmiers Élise Dubois. Le premier événement de lancement a eu lieu dans l'ancien salon, le même espace où la lecture du testament s'était déroulée. J'ai enlevé les meubles lourds et j'ai installé des chaises pliantes disposées en cercle. Les bénéficiaires et leurs familles ont rempli les sièges. Des journalistes locaux étaient présents, discrets. Quelques anciens collègues de l'hôpital sont venus me soutenir. Je me suis tenu là où Maître Durand s'était assis autrefois et j'ai parlé brièvement de la conviction de grand-mère en les secondes chances et le travail acharné. Puis j'ai annoncé les premières bourses. Voir les visages des étudiants s'illuminer à l'appel de leur nom a donné à la pièce une atmosphère entièrement différente, pleine de possibilités au lieu de tension. En dehors du travail pour la fondation, la vie a repris un rythme plus calme. J'ai continué à travailler comme infirmière à temps partiel dans le même hôpital, maintenant mes compétences à jour et restant connecté aux patients. Le portefeuille a performé de manière stable sous gestion professionnelle, fournissant plus que suffisant sans exiger une attention constante. Les nouvelles des autres ne me parvenaient que par les registres publics ou des contacts mutuels en qui j'avais encore confiance. Alain et Sylvie se sont séparés officiellement. Le divorce découlait de différends sur les biens qui restaient en dehors du testament. Ils ont vendu leur maison et ont déménagé dans des endroits séparés et plus petits. Aucun des deux n'a repris contact. Damien et Sophie ont fait face à une poursuite civile pour la valeur des objets qu'ils avaient pris. L'affaire a traîné, mais s'est terminée par un jugement contre eux. Ils ont perdu des postes stables dans la communauté technologique, la nouvelle s'est répandue rapidement dans ces cercles. Aux dernières nouvelles, ils avaient déménagé dans une autre région, recommençant à zéro avec des réputations ternies. Valérie a gardé un profil bas. Aucun autre message n'est arrivé. Je n'ai pas suivi leur vie de près. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de limites. Certaines nuits, je me promenais seul dans la maison, m'arrêtant dans le bureau de grand-mère. Son fauteuil était toujours près de la fenêtre. Je m'y asseyais parfois, regardant les mêmes collines qu'elle aimait. La vue n'avait pas changé, mais tout le reste, si. La cupidité ne prend pas seulement l'argent. Elle détruit des liens qui semblent indestructibles, de parents à enfants, de frères à sœurs, de grands-parents à petits-enfants. Elle transforme la confiance en suspicion et l'amour en levier. Je ne porte pas de haine. La colère s'est estompée pour devenir quelque chose de plus proche de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Au lieu de cela, j'ai choisi la paix que grand-mère avait voulu. Je vis avec ce qu'elle m'a laissé, les ressources pour faire le bien et la clarté pour protéger mon propre bien-être. La fondation grandit chaque année. Plus d'étudiants reçoivent de l'aide. La maison accueille des réunions et de petits événements qui apportent une énergie positive entre ses murs. L'héritage de grand-mère n'est pas seulement la richesse. C'est la leçon que la véritable connexion importe plus que l'héritage et que la décence, au final, trouve sa propre récompense.